Bienvenue donc à toutes et à tous pour cette présentation de l'école. Alors c'est une présentation que je ferai donc avec tous mes collègues là qui sont présents donc en amphi B00. Donc les collègues, c'est la direction des études, Hélène Tape, des directrices et directeurs de département, donc Géraldine Morin, Nathalie Raveux, et puis donc Alex pour les Soft Skills Center. Gérald ne sera pas là, mais on aura donc son témoignage, et puis donc Martial pour les relations industrielles. Donc l'ENSET, vous connaissez, mais c'est une école, pour préciser un petit peu, créée en 1907. On est toujours évidemment sur les lieux de cette école qui a été créée donc, rue Camichel, sur le domaine de l'énergie aujourd'hui, de l'environnement, des transports du futur et du numérique. Donc une école, j'espère que je vais pouvoir passer les transparents. Donc une école qui a la particularité évidemment par rapport aux autres sites d'être au centre de Toulouse. Alors c'est évidemment un facteur d'attractivité, c'est aussi quelques contraintes lorsqu'on parle notamment de vie étudiante ou bien de projets qui nécessitent des surfaces que l'on n'a pas à disposition sur le site. L'ENSET, justement, qu'est-ce que c'est? C'est trois sites finalement. Alors, on a l'habitude de parler de deux, on en a un de plus que vous ne connaissez pas forcément. Donc, évidemment, le site rue Camichel, vous voyez évidemment la cour centrale rénovée, mais c'est aussi donc, le bâtiment en face de la rue Riquet qui héberge donc, la mêlée numérique, avec laquelle on a des partenariats assez forts, et qui héberge aussi plus récemment l'incubateur Enstart et puis le Fab Lab. C'est aussi, donc, pour le troisième, c'est l'IMFT que vous avez en bas à gauche, donc à 10 minutes en vélo pour les plus sportifs. L'IMFT, c'est une mécanique défi de Toulouse sur lequel, évidemment, on reviendra et qui permettra de mieux connaître la recherche côté N7, en lien avec l'N7, évidemment. L'N7, on le voit en haut à gauche, pas très loin du centre-ville, du Capitole notamment. Donc, les grands chiffres de l'école, c'est à peu près 36 000 mètres carrés sur ces trois sites, avec, on verra donc des projets d'extension. C'est 250 personnels, dont 125 anciens chercheurs. Ça, c'est dans la meilleure situation. Je pense qu'on en a perdu quelques-uns depuis, à la fois par les gels de poste, mais aussi par les départs nombreux que nous avons vécus. C'est à peu près 1750 élèves sur le site, dont 1500 élèves ingénieurs aujourd'hui. On a passé la barre des 500 élèves par promo. Et c'est entre 6 et 12 millions d'euros de contrats de recherche. C'est assez variable en fonction des années. Alors, je parlais d'extension potentielle. Donc, on a, vous savez certainement, donc, obtenu donc, un financement via le CPER 2021-2027. Donc, c'est un CPER qu'on a conçu sur deux tranches. Dans la première, donc, verra donc, à l'aube de l'année, fin 2026 en tout cas, certainement donc 3600 mètres carrés de nouvellement créés, avec aussi 1850 mètres carrés rénovés. 1100 mètres carrés rénovés pour un budget d'environ 16 millions d'euros. L'objectif de ce CPER, c'est de valoriser nos compétences et savoir-faire pour les PMI, PME, start-up. Donc, en fait, des lieux ouverts à la fois côté formation, côté learning center notamment, lieux ouverts de convergence des savoirs. Côté formation, donc des plateformes thématiques autour de l'IoT, de l'IA par exemple, dans une deuxième tranche de l'énergie, des systèmes embarqués, de la mobilité, de la réalité augmentée, des fils d'environnement, enfin tout un tas de plateformes qui vont permettre de valoriser nos compétences et nos savoir-faire. Et puis ensuite, évidemment, donc un projet qui se construit aussi autour de tiers-lieux qui ont pour ambition de dynamiser la vie au sein de l'école, du quartier également, puisque c'est un projet qui veut que l'école reste une dimension, donc est une dimension importante au niveau du quartier Saint-Aubin notamment. Alors, l'écosystème de l'école, il est construit autour de secteurs très actifs en région. Donc, évidemment, l'aéronautique, le spatial, l'automobile également, le numérique, l'IA au travers d'Anity, par exemple. Alors, évidemment, un certain nombre d'acteurs avec lesquels on a quelquefois des activités communes. On parlera de la Nova Mêlée, le cluster Digital 113 autour du numérique, l'IoT Valley qui héberge de temps en temps des étudiants donc en situation de passer quelques mois sur des projets autour de l'IoT, la French Tech sur l'entrepreneuriat, la SIA qui avec Anity nous permet d'engager l'école dans une labellisation de nos formations, on en parlera un petit peu après. Un campus des métiers et des qualifications relativement récent sur lequel nous sommes engagés avec l'UPS et l'INSA
autour de la mobilité de transport intelligent, un cluster totem sur lequel nous sommes également. Alors, c'était le cluster Automotech initialement, pour lequel nous sommes membres fondateurs et donc acteurs de ce cluster autour de la mobilité, qui s'est élargi au secteur du naval et du ferroviaire. L'IRT Saint-Exupéry, tout le monde connaît. Le Centre spatial universitaire toulousain, on en parlera tout à l'heure au niveau formation, l'Aerospace Valley, Robotics Place, et puis le pôle autour de l'énergie, le pôle Derby. Alors, les grands piliers de l'ENSET, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, si on rentre un petit peu plus dans les détails, on a évidemment et ça on le verra au travers de la présentation des plans d'ici. Alors, vous voyez ici je dirais les 3 départements en bleu et vert et jaune, en bleu le numérique, en vert le MF2E et puis en jaune département 3EA, donc avec un certain nombre de thèmes, de secteurs aussi qui sont à l'interface en fait de ces départements, autour de l'Internet des objets, des systèmes embarqués, des big data, qu'on va retrouver entre 3EA par exemple, et puis département de sciences numériques, avec des choses qui sont un peu plus en propre pour de sciences numériques, au travers de la réalité augmentée, la cybersécurité, les systèmes logiciels. Pour 3EA, ça sera plutôt les smart grills, la robotique, la smart city. Qu'on partage aussi un thème important, c'est l'énergie renouvelable, qu'on partage aussi donc, avec nos collègues de l'ENSI A7, et pour lesquels on va retrouver donc, en propre pour le département MF2E, donc tout le volet relatif finalement à l'hydrologie, le climat, la géophysique, l'eau, l'environnement, et puis la simulation numérique qu'on partage donc, entre les 3 départements. Donc, on verra ça un peu plus en détail dans la suite. Alors, nos laboratoires aussi sont très présents sur le site de l'école, avec 3 laboratoires pardon, qui sont donc présents, qui généralement partagent en fait leur surface sur le site de Rangueil, notamment alors, pour le Laplace, l'IRIT et le LAS. Donc, le LAS, on héberge en fait une équipe du LAS et un certain nombre d'anciens chercheurs sur le domaine de la recherche opérationnelle, de la sûreté également. L'équipe Oasis pour les aspects relatifs à l'électronique, numérique, les capteurs. Le Laplace, alors en fait, sur le site de l'ENSET, on a à peu près un tiers du Laplace qui est plutôt sur le domaine de la conversion d'énergie. Donc, c'est plutôt l'électricité de puissance qu'on a donc, en lien avec la formation 3EA du Laplace, et puis l'IRIT sur toute la partie relative au département sciences du numérique. Le département 3EA étant voilà, irrigué par à la fois le Laplace pour la partie énergie, l'IRIT pour la partie donc, IA, traitement du signal, et puis pour le LAS pour la partie électronique. Pour les cursus de formation, donc en fait, lors de la réforme de l'école, donc en 2015, nous avons donc centré notre réflexion sur l'élève finalement, en essayant de donner un petit peu plus, de donner aux élèves donc la capacité donc d'avoir un peu plus de degré de liberté dans la formation. Alors, en rentrant évidemment sur un socle élargi finalement, donc avec la fusion des départements qui s'est opérée donc au niveau de cette réforme, des passerelles possibles donc, au cours des cursus, en s'engageant aussi dans la valorisation de la vie étudiante au travers de l'engagement des étudiants sur un certain nombre d'activités en périphérie, donc d'activités scolaires, des options donc SHS voilà, qui leur donnent donc libre cours à un certain nombre d'options en lien avec leur projet professionnel. L'entrepreneuriat, qui est une force sur laquelle on reviendra donc, en fin de présentation. Les laboratoires de recherche, j'en ai parlé, qui permettent aussi de créer un lien donc, très très fort avec nos laboratoires sur des parcours recherche ou bien sur des formations donc, à caractère recherche sur les masters qui sont nombreux, on verra dans le cadre de ce qui est proposé aux élèves à l'ENSET, les relations internationales évidemment, les relations industrielles pour toutes les activités relatives au stage et à la consolidation d'un projet professionnel pour les élèves. Bon nombre d'écoles partenaires également sur lesquelles les étudiants vont pouvoir se positionner. Alors, un élément important nouveau, je dirais, dans le paysage de l'école aussi, c'est le fonds de dotation qui a été créé en 2020, avec une très, très forte dynamique, même si elle a été un petit peu freinée par le Covid. On a déjà, je dirais, un fonds de dotation qui est mobilisé, qui est le bras armé, je dirais, de l'association des anciens élèves donc de la IN7, au profit du soutien à la politique de l'école et d'un certain nombre de projets, notamment donc, des projets qu'on va retrouver dans le cadre de la vie étudiante. Donc, la structuration de l'école, elle s'opère au travers de 3 départements, 3 diplômes qui structurent 3 diplômes d'ingénieurs. Donc, vous aurez ces présentations dans la suite. Et puis, et ça a été, je dirais, l'objet de cette évolution de l'école, la création donc d'un Soft Skill Center qui se construit. Alors, c'est plutôt un centre de ressources, pas vraiment un département, un centre de ressources qui s'appuie en fait sur les compétences du site, de TSM, de TSE, de TBS, pour justement élargir le spectre de nos compétences déjà présentes sur l'ENSET, voilà, au profit d'une offre en fait, de formation sur les SHS
complètement donc, partagé au niveau et transverse au niveau des départements. Donc, on reviendra sur les flux des étudiants. Donc, je donne la parole ici à Hélène sur la partie relative à toute la partie donc, direction des études. Ok, donc bonjour à tous. Là, vous avez sur ce slide l'évolution du nombre d'élèves ingénieurs à l'ENSET depuis 2016. Vous voyez qu'il y a une progression quasi constante du nombre d'élèves, les élèves étant constitués d'étudiants et d'apprentis. Et vous voyez sur le slide que le pourcentage justement d'apprentis a légèrement augmenté, passant de 10 à 15% dans les 6 dernières années. Là où on n'est pas bon, et il y a une petite fluctuation, mais on est dans le bruit, c'est le pourcentage de filles, puisqu'on est à 20% de filles environ sur la totalité des élèves. Pour la rentrée 2021, c'est un exemple, mais c'est à peu près reproductible d'une année à l'autre. Vous voyez que les viviers, les origines de nos étudiants académiques sont toujours à peu près dans les mêmes ratios. Donc, environ 73% qui viennent du concours des INP, concours commun, 12% de la prépa des INP, et puis le reste, c'est des petits pourcentages qui se partagent sur quelques dispositifs annexes. Je vais un petit peu vite. L'organisation de la formation sur les 3 années, elle se base sur toujours la même formule de 6 UE par semestre. Tous les UE sont homogènes en taille et sont constitués de 5 ECTS. À l'entrée, donc, les étudiants en L3 entrent sur un socle disciplinaire commun élargi, donc qui est commun à tous les départements, qui est constitué de 2 UE de maths, d'une UE d'info, d'une UE de traitement du signal autom et de 2 UE de SHS. Leur L3 est complété par une UE qui est basée par un socle commun disciplinaire qui est propre à chaque département. Et ce socle commun élargi de L3 permet quelques échanges à la marge, il reste à la marge, d'étudiants d'un département à un autre, donc qui changent de diplôme. Ensuite, là, on rentre sur des formations plus tubulaires, propres à chaque département, qui nous permettent de flécher vers 3 diplômes, qui sera commun FIS et FISA. Et ces FIS et ces FISA restent séparés sur le L3 et le M1 pour se retrouver ensemble sur les options de M2. On a très récemment créé un double diplôme sur la thématique de l'intelligence artificielle qui permet aux étudiants d'obtenir un double diplôme entre l'INSA et l'ENSET qui démarre finalement à la fin de la L3, début du M1, donc sur 2 ans en apprentissage, et on récupère des étudiants à la fois de l'INSA et de l'ENSET SN avec un semestre supplémentaire pour avoir les 18 mois dans chaque école, ont un diplôme, un double diplôme. Ensuite, autre point commun entre tous les départements qui se structure à partir d'un projet qu'on a nommé TED N7 pour développement durable, qui est à prendre au sens large, développement durable et responsabilité sociétale, qui nous a permis de rentrer dans un cadre un certain nombre d'actions, dont la rentrée climat, qui, pour ces premières années, nous a permis de faire la fresque du climat à tous les étudiants de L3. On a une introduction au développement durable qui est donnée depuis cette année à tous les étudiants de L3 dans le cadre des SHS. Et enfin, on a mis en place une option Sustainable Citizenship, donc avec un certain nombre d'événements. Donc, c'est une nouvelle option qui a été co-construite entre étudiants et enseignants du département SHS. Voilà pour tout ce qui est commun à tous les étudiants. Ensuite, des départs en S9 ou en S8, S9 avec des choses qui sont pas spécialement originales. Passerelle, Toulouse Tech, groupe INP, on les a dans toutes nos écoles. Ce qui est un petit peu plus original, c'est qu'on est école d'application d'un certain nombre de grandes écoles parisiennes comme Polytechnique. Voilà. Ensuite, on a mis en place une stratégie, des moyens pour une formation la plus agile possible. Donc, cette stratégie de formation se base sur des conseils de perfectionnement qui sont thématiques, donc avec des membres qui dépendent du thème abordé, des conseils stratégiques réguliers qu'on va positionner sur les enjeux émergents majeurs. On en fait 2-3 par an, qui sont un peu plus internes entre nous. Ensuite, on est impliqué dans des grands projets de sites, ou des plateformes comme Anity, le CSUT qui sera hébergé sur l'école prochainement, le campus des métiers et des qualifications,
ou l'AIME, qui se situe sur le campus de l'INSA. On soutient fortement les transformations pédagogiques pour diverses raisons que j'ai écrites sur les tirés, là, que je ne vais pas vous décliner. Et on met des moyens importants pour ces transformations pédagogiques, avec 3 appels à projets dédiés chaque année pour financer le matériel, le renouvellement de matériel, des projets transformants. On est sur des volumes de 150 à 250 euros par an pour le matériel. On a équipé tous les enseignants de matériel numérique, tous ceux qui le souhaitaient, tablettes graphiques pour faire face au comodal, au distanciel. On donne beaucoup d'heures d'accompagnement à ces transformations pédagogiques. Environ 250 heures équivalentes TD par an sont allouées à la transformation pédagogique des enseignements. Et on a 5 salles de pédagogie actives, dont 3 spécialement dédiées au numérique, et puis un Fab Lab sur lequel Martial reviendra plus en détail lors de son intervention. Maintenant, pour le département et automatique. Donc, merci Hélène. Donc, moi, je vais vous parler du département 3EA. Donc, si on regarde un petit peu les compétences sur lesquelles on attend les étudiants, ils vont avoir un volet plutôt théorique avec des capacités de modélisation, de simulation et d'outils numériques. Ensuite, un volet plutôt en termes de conception, de dimensionnement et d'implémentation. Puis, une partie sur l'analyse, la réalisation et la caractérisation. Donc, on va vraiment jusqu'à la réalisation pratique qui nous tient à cœur dans le département au niveau des TP, des BE et des projets, c'est-à-dire que vraiment les étudiants vont sur les salles de manip pratiquer et expérimenter les designs qu'ils ont pu concevoir, donc avec un ensemble de salles de TP dédiées qui est assez important. Sur quels objets ils vont travailler? Ils vont travailler à la fois sur des systèmes de conversion d'énergie électrique et des réseaux. Ils vont travailler sur les énergies hybrides type énergie renouvelable, hydrogène, etc. Ils vont également travailler sur les systèmes mécatroniques et les systèmes automatisés temps réel et critique. Donc, ces 4 premiers volets que vous pouvez voir ici constituent une partie du parcours qu'on pourrait appeler le parcours énergie. On a ensuite une partie des étudiants qui va travailler sur les outils numériques pour la simulation des phénomènes physiques. Donc, c'est un parcours qui va être à cheval entre la partie énergie et la partie électronique. Et sur les 3 derniers items, on a des étudiants qui vont donc plutôt pratiquer les circuits intégrés, que ce soit analogique, numérique ou radiofréquence, les systèmes hard d'émission et de réception, et les systèmes d'information, données et images. Dans quel but fait-on cela? À la fois pour tout ce qui est gestion durable de l'énergie, diversifier les ressources de l'énergie, assurer un certain fonctionnement et une fiabilité des systèmes qui sont conçus, améliorer les performances de ces différents systèmes pour répondre aux contraintes de l'industrie. Et dans l'ensemble de ces parcours, on a systématiquement de l'optimisation qui est mise en œuvre sur ces différents systèmes. Donc, si on revient à ce qu'a dit Hélène, effectivement, en première année, on a un tronc commun complet avec des UE partagés avec les autres départements, comme ça a été mentionné. On a la possibilité, à la fin de cette première année, de passer dans le parcours sciences du numérique dans l'option télécom réseau. Pour le reste des étudiants, effectivement, ils ont des UE de spécialisation, donc en fin de première année, et un premier choix qui se fait en deuxième année avec 3 parcours possibles en deuxième année, soit un parcours plutôt électronique, soit un parcours plutôt énergie, soit un parcours plutôt entre les deux. Ensuite, en deuxième année, deuxième semestre, il y a à nouveau un choix à faire et ils vont se répartir à partir de l'année prochaine sur maintenant 7 parcours, puis 8 parcours en dernière année. Donc, à chaque semestre, finalement, les étudiants sont un peu maîtres de leur destin et de choisir le parcours qui correspond le mieux à leur projet professionnel. Ceci en accord avec le département SHS qui leur permet également de se sensibiliser à cette partie-là à travers le PPP. Donc, si on regarde en dernière année, quels sont ces parcours que l'on leur propose, donc il y a un parcours autour des systèmes de conversion et des réseaux d'énergie électrique. Donc, à chaque fois, à côté, là, vous avez le chiffre à peu près, le quota max des étudiants qu'on a par parcours, sachant qu'en première année, on a 150 étudiants à peu près en 3EA. Ensuite, on augmente au fur et à mesure des années avec l'admission d'étudiants étrangers, donc plus 20 en deuxième année et plus 10 encore en dernière année à peu près, même si on a des départs à l'étranger.
Donc, vous avez également un parcours simulation de phénomènes physiques du génie électrique et de l'électronique, avec plutôt des outils numériques dédiés aux phénomènes physiques que l'on observe dans notre département. On a ensuite un parcours simulation et éco-conception de systèmes intégrant différents vecteurs énergétiques, notamment les énergies renouvelables. Donc, vous voyez ici qu'il y a 12 étudiants sur 48 étudiants. C'est le parcours qui est partagé avec l'ACET, donc l'option éco-énergie, qui est fortement demandée. On a également un parcours système mécatronique, donc tout ce qui est machine, pilotage des machines, actionneurs et nouveaux matériaux pour l'actionnement. On a un parcours qui va ouvrir à partir de l'année prochaine autour de l'intelligence artificielle, que ce soit sur la partie soft comme sur la partie hard, donc l'implémentation de cette intelligence artificielle dans de l'électronique. On a un parcours système automatique et temps réel critique, donc tout ce qui est automatique, automatisme et système temps réel. On a un parcours circuit électronique intégré pour les applications embarquées, aussi bien numérique, analogique que radiofréquence, et puis un parcours autour des systèmes électromagnétiques, que ce soit basse et haute fréquence, avec les phénomènes physiques qui y sont dédiés. Que ce soit sur l'ensemble de ces parcours, on a systématiquement des industriels et des chercheurs CNRS qui interviennent sur des matières de ces parcours, en dernière année notamment. C'est dire également le niveau de spécialité qu'ils ont. On a également pu faire évoluer ces parcours au fur et à mesure des années, notamment via la réforme, avec des projets qui sont très appliqués. Par exemple, en deuxième année ou en troisième année, on a une UE dédiée à tout ce qui est nanosatellite. En première année, sur le parcours énergie, on a une UE dédiée à l'avion plus électrique. On a également en troisième année des cours qui ont été mis cette année autour du vecteur hydrogène. Et également sur la chaîne de traction Zoé, qui est en dernière année. Et en deuxième année également, des choses autour de la salle blanche, avec des implémentations en salle blanche d'objets qui ont été développés. Et en première année, quelque chose autour des objets connectés, capteurs cardiaques. Donc ça, c'est quelques exemples de ce qui est développé dans les projets au sein du département. Si on regarde autour, on a la possibilité pour nos étudiants de suivre en dernière année, en parallèle de 3 des options qui sont citées ici, un master recherche associé en partenariat avec l'UPS, donc avec notamment des applications recherche dans le laboratoire Laplace. On a également 2 Masters of Science qui sont les masters EES et EZK, donc le premier étant plus Laplace autour de l'énergie, le second étant plus électronique, avec à la fois des enseignants du Laplace et du LAS EZK, intégralement en anglais, et dont la première année est commune, Géraldine en reparlera peut-être après, avec le parcours SATCOM, qui est plutôt un parcours sciences du numérique, donc avec plutôt le laboratoire IRIT. Et on a également 2 masters spécialisés, éco-énergie et nouvelles technologies de l'énergie. Les secteurs, vous allez les retrouver dans les différents départements, hein. Donc, nous, majoritairement, on est effectivement sur l'énergie, l'environnement, l'aéronautique, l'espace et la défense, et les transports et les systèmes embarqués, plus quelques applications sur les objets connectés, partie hard, et les applications médicales. Voilà, les métiers que l'on peut avoir dans le département correspondent à l'ensemble des parcours qui peuvent être suivis et sont ceux qui sont mentionnés ci-dessous. Les entreprises dans lesquelles nos étudiants se placent et qui viennent, pour certaines, faire des enseignements au sein du département. Je vais donner maintenant la parole à Géraldine Maurin, directrice département sciences du numérique. Bonjour. Comme l'a dit Hélène, on a du mal à attirer des filles, malgré le… On essaye de montrer un peu. Là, vous avez vu 2 directrices de département, une directrice des études, mais ça ne suffit pas, malheureusement. Donc, comme Nathalie, je vais commencer par… en fait, on a travaillé cette année, l'année dernière, sur l'approche par compétences, et en reprenant les verbes des compétences qu'on développe au département, bien sûr, on va avoir des choses qui se retrouvent partout dans l'INP ou dans une formation scientifique. Et vous allez retrouver en fait ce que vous a montré Nathalie sur le fait de modéliser, analyser, concevoir, développer, donc programmer, puisque nous, on a une partie logicielle forte, valider et vérifier des systèmes. Donc, les systèmes qui nous intéressent, c'est des systèmes d'infrastructure, de réseau et de communication d'une part, mais aussi des systèmes logiciels, cyberphysiques qui vont être au-dessus.
Donc, on va faire le développement de ces systèmes qui peuvent être centralisés, mais aussi distribués, auquel cas arrivent tous les problèmes de communication à l'intérieur du département. Donc, voilà, bien sûr, ça va sur des systèmes larges, mais aussi sur des systèmes dédiés, tels que l'Internet des objets et les systèmes communicants. Et puis, un petit trait d'union aussi, c'est des systèmes autonomes. Et pour avoir des systèmes autonomes, il faut pouvoir travailler sur les données. C'est ce qui se trouve le plus à droite du transparent. Donc, ces données, on les traite, on les exploite, on en extrait de l'information qui va aussi être donné la possibilité de faire des prédictions. Donc, pour ça, on a besoin de données massives. On travaille aussi sur des contenus particuliers comme les données visuelles qui peuvent être de l'image, de l'audio ou de la 3D. Et ça amène aux applications de réalité augmentée, diminuée, virtuelle, donc extended reality, pour des applications et des systèmes qui sont immersifs et autonomes. Quand on fait les compétences, on parle aussi de comment. Donc, comment on fait tout ça? Avec une qualité de service qui est assurée, une fiabilité, des systèmes qui peuvent être temps réel, bien sûr une sûreté de fonctionnement. Quand vous avez des logiciels dans l'avionique ou dans l'aéronautique, il faut des fiabilités et des invariants qui sont assurés, que les systèmes soient robustes et qui passent à l'échelle, bien sûr. Voilà. Je vais aussi dériver un peu, donc décliner ce que vous a montré tout à l'heure Hélène Tappe sur le département. Donc, on retrouve les 4 UE communes dont vous a parlé Hélène, qui sont une UE d'info, 2 UE de maths et une UE de signal et automatique que nous, on a mis au premier semestre de notre première année, qui sont communes aussi comme les UE SHS, et puis 6 UE dédiées au département, qui vont un peu préfigurer de ce qui va se passer après. Après, en deuxième année, c'est une spécialisation en fait en S7 qui reprend un peu d'un côté plutôt les télécoms réseaux avec un parcours systémique au milieu qui s'appelle architecture, système et réseau, jusqu'au logiciel et aux départements qui sont plus, au parcours pardon, qui sont plus MATAPI et qui amène en fait en troisième année. Alors là, je vous ai parlé en bleu de la FISE et en parallèle, il y a la formation FISA qui est sur le cœur de notre formation en informatique et réseau et qui va se mélanger en troisième année sur 4 des parcours qui sont offerts. Donc, les parcours qui sont le plus au milieu de la formation, donc logiciel et réseau, et des parcours télécom qui vont aller toucher en fait les compétences. Et c'est ce que disait Nathalie, les étudiants de 3EA viennent aussi nourrir ce parcours système de télécom et IoT. Donc là, on a vraiment une surface de contact et une porosité qui est déjà grande. Les parcours que vous voyez arriver entourés en rouge sont les parcours qui sont partagés. En l'occurrence, pour TLSEC, le parcours de cybersécurité à droite avec l'ENAC et l'INSA surtout. Donc, l'INSA et l'N7 sont impliqués à part égale, l'ENAC un peu moins. Et puis, le parcours dont vous a parlé Hélène, le parcours Modia, qui est à gauche en jaune, qui est une formation en alternance, qui est offerte aux étudiants qui sortent de notre L3 et qui est ouverte aussi aux autres départements et qui est partagée avec l'INSA pour aller former des gens à la modélisation et à l'IA pour aller vers un double diplôme, donc en 2 ans et demi, plus la L3, donc en 3 ans et demi en tout. Voilà. Donc, pour reprendre, comme l'a fait Nathalie, les différents équilibres sur le nombre d'étudiants dans ces différentes options, on a à peu près des parcours qui sont à 30 étudiants, ça fait 2 groupes de TP chez nous, sauf le parcours système logiciel qui est plus gros pour former des gens vraiment sur la programmation, et les parcours partagés que vous allez retrouver. En fait, pour le parcours HPC Big Data, un partage aussi avec l'école de la météo. Pour cybersécurité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous avez les chiffres, nous on met à peu près 18 étudiants, l'INSA aussi et l'ENAC un peu moins. Et puis pour Modia, donc c'est prévu à terme d'avoir à peu près 15 et 15 étudiants avec l'INSA. De la même façon, ces parcours de troisième année viennent s'adosser, en fait, donc ce qu'on a aussi gagné fortement avec la création de ce département sciences du numérique, c'est une image presque parfaite, presque,
on émarge un peu, on marche un peu sur le département 3EA, mais avec l'IRID sur le site N7. Donc, pour des enseignants-chercheurs, c'est très confortable. On n'a pas besoin de faire 10 minutes de vélo comme les gens de l'IMFT. On est un peu moins sportif, mais on est adossé donc à ce laboratoire sur 2 mentions de parcours partagées sur le site toulousain, la mention du master informatique pour laquelle on a vraiment un parcours dédié N7 qui est accessible à partir des 3 parcours de 3e année et un parcours de la mention réseau télécom qui, elle, décline des parcours partagés sur chacun des parcours de 3e année. Au-delà de ce que je vous ai présenté dans les formations, c'est-à-dire notre formation FISE et FISA, on a aussi des masters. Donc, le master SATCOM dont vous a parlé Nathalie, qui bénéficie du master du M1, du master ESECA, et qui va proposer un M2 sur satellite et communication. Le master sécurité informatique qui est adossé à TLSEC. Le master Valdom qui est adossé en fait au parcours HPC Big Data. Et le master spécialisé Embedded System qui est partagé avec l'ISAE et qui émarge aussi pour une partie sur le département 3EA. On a aussi 2 DU, un DU développeur full stack et un DU conception de solutions IoT. Donc, on vise beaucoup de secteurs. Bien sûr, les gens qui sortent du département peuvent aller travailler dans des secteurs applicatifs très larges et au-delà des services, au-delà des entreprises qui sont spécifiquement des entreprises du numérique, pour les services de numérique de toutes les entreprises. Voilà, donc bien sûr, vous retrouvez les deux côtés, le côté systémique et le côté traitement de données, aussi dans les métiers qui sont visés par nos étudiants. De la même façon, pour les entreprises, il y a des entreprises françaises ou non. Il y a quelques entreprises américaines bien connues qui font aussi de l'informatique, comme nous, les GAFA, et on aimerait bien être suffisamment performant et compétent pour pouvoir aussi faire un peu de contrepoids quelquefois. Je vais laisser la parole ou l'estrade au département MF2E. Merci. Donc, vous présentez le département MF2E pour mécanique des fluides énergétiques et environnement, département qui intègre 80 étudiants en première année, une centaine en deuxième année, incluant les doubles diplômes et les admis sur titre, et environ 130 en troisième année. Il y a des formations qui viennent nous rejoindre, et en particulier les étudiants sous statut apprenti. Vous découvrirez tout ça au cours de la présentation. Donc, les grandes thématiques MF2E sont la mécanique des fluides, des solides et des structures. Donc, on va démarrer sur des choses qui sont relativement basiques pour aller sur des mécanismes de plus en plus avancés et disciplinairement adossés à des thématiques énergétiques et environnement. On va aussi s'appesantir sur la mécanique multi-échelle, faire comprendre aux étudiants qu'il y a des échelles fines, des échelles macroscopiques. Cette cascade d'échelles peut tout à fait être traitée, mais pour cela, il faut faire appel finalement à des lois d'échelle pour lesquelles on essaie d'apprendre aux étudiants à les utiliser au mieux. Et la mécanique est aussi multiphysique, elle n'est pas une science à proprement parler. Il peut y avoir des choses qui se couplent avec la mécanique des fluides en particulier, comme la thermique, comme le transport sédimentaire. Et donc, on apprendra à nos étudiants à faire ce couplage multiphysique nécessaire pour aborder des sujets de plus en plus complexes. Nos étudiants modéliseront des systèmes pour l'énergie, le transport et les procédés. Encore une fois, que ce soit du point de vue d'une échelle fine ou d'une échelle très macroscopique. Ils étudieront aussi la thermodynamique et les mécanismes de transfert. Ils pourront aussi aller sur des systèmes liés à des problématiques environnementales, naturelles et climatiques. Regarder le fonctionnement d'un système hydrologique actuel, incluant la variabilité et une certaine inconnue du point de vue de la représentation de certains paramètres dans un modèle qui le représenterait. Ils iront aussi sur la simulation numérique hors performance en mécanique des fluides. Pour cela, ils développeront de nouveaux algorithmes. Nous étudierons un certain nombre. La simulation numérique étant un des items importants du département. Enfin, un item qui reste présent, même s'il a été légèrement diminué en termes de contenu ces dernières années, c'est les systèmes de contrôle et de régulation de commande pour des dispositifs hydrauliques et énergétiques. Les autres formations associées à notre département, 2 masters internationaux en partenariat avec l'INSA Toulouse,
un en Fluid Engineering for Industrial Processes et un autre en Water Engineering and Water Management. Donc, environ une dizaine d'étudiants en M1 qui viennent nous rejoindre donc, dès le deuxième semestre de la deuxième année ingénierie pour certains cours et en dernière année de formation ingénierie. Donc, ça veut dire que ces cours sont en anglais. Un master spécialisé hydraulique où des étudiants préalablement formés avec un bac+5 ou des étudiants en formation continue viennent prendre un vernis en hydraulique chez nous pour aller aborder un nouveau thème ou venir compléter des connaissances initiales dans ce domaine. Donc après une première année très générale sur les concepts et la boîte à outils ingénierie et des notions spécialisées sur la mécanique et la mécanique des fluides, en deuxième année, nous avons encore un semestre commun avec l'ensemble de nos étudiants où la mécanique des fluides est évoluée, plus avancée, turbulence, on a le phénomène de transfert, on a la mécanique des structures qui apparaît comme étant un des éléments communs partagés par l'ensemble de nos étudiants. Ils partent ensuite au deuxième semestre de la deuxième année en pré-spécialisation, en énergétique ou en environnement. Dans le cadre des enseignements qu'on développe en deuxième année, il y a un fort apport des projets. Donc, les étudiants ont 3 projets, ils doivent en choisir 2 parmi 3. 3 projets étant le projet d'initiative personnelle, où les étudiants vont devoir étudier un phénomène expérimentalement en ayant des experts qui viendront borner finalement le champ des possibles de ce qu'ils pourront faire avec la métrologie que l'on peut utiliser au détour de l'étude de leur système. Un projet numérique où ils vont disciplinairement étudier un problème avec des plateformes dédiées. Et enfin, un projet recherche où les étudiants sont immergés au sein du laboratoire dans le fonctionnement d'une équipe de recherche. En troisième année, nous avons 3 grands parcours, fluide énergétique et procédés, sciences de l'environnement, modélisation et simulation numérique. Mais ce ne sont pas des parcours qui sont des parcours imposés. À l'intérieur de ces parcours-là, nous avons des choix. Donc, nous voyons apparaître des ou et nous voyons apparaître des flèches. Ces flèches faisant état de possibilités finalement de mutation entre les parcours. Donc, un étudiant qui viendra faire fluide énergétique et procédés, qui est une formation partenariale avec nos collègues de l'INSIA7, pourra faire finalement du multiphasique et de la turbulence ou de l'aérodynamique. Ensuite, il fera de l'énergétique en modélisation-simulation. Il pourra choisir de faire de la combustion ou des procédés, des écoulements particuliers ou des écoulements multiphasiques. Et il ira suivre une UE de transition énergétique et énergie renouvelable. On va leur apprendre le mix énergétique et les systèmes permettant de produire de l'énergie de façon un petit peu exhaustive, en partenariat avec leurs collègues qui choisiront le parcours sciences de l'eau environnement. Un étudiant qui fera sciences de l'eau environnement pourra choisir de faire des écoulements environnementaux ou de l'aérodynamique, puis ensuite il ira faire de l'hydrologie, de la modélisation hydraulique avancée, donc le comportement des réseaux urbains, comportement des bassins versants suite à une pluie d'orage. On ira regarder aussi un petit peu plus, de façon plus précise les risques d'inondation. Puis il pourra choisir de façon un petit peu plus historique d'aller sur des aménagements et ouvrages ou l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des problèmes physiques environnementaux. Un étudiant qui choisira d'aller faire le parcours en modélisation et simulation numérique pourra choisir de faire de l'aérodynamique ou une UE plutôt fluide énergétique et procédés ou une UE plutôt écoulement environnemental. Ensuite, il suivra les méthodes numériques pour le calcul, des applicatifs reliés à l'aérodynamique et il aura le choix entre les projets de simulation finalement reliés à ces domaines-là ou les applicatifs en intelligence artificielle reliés à de la mécanique des fluides environnementales. Enfin, une UE importante pour quelqu'un qui fait de la modélisation, c'est l'environnement pour le calcul. Là, il faudra être capable de parler calcul parallèle et donc on leur apprendra des notions importantes relatives à tout cela. Un étudiant qui fera sciences de l'environnement aura aussi un autre choix au sein de Toulouse INP, c'est d'aller suivre l'option génie de l'environnement qui est partenariale avec nos collègues de l'INSIA7 et de l'ENSAT. Certaines des UE présentes ici sont optionnelles pour ce parcours. 2 masters sont possibles en troisième année, un master mécanique, énergétique et procédés avec un parcours dynamique des fluides, énergétique et transfert, et un parcours sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat avec un parcours dynamique du climat. Les étudiants auront le choix soit de poursuivre leur stage dans l'industrie, soit d'aller rejoindre le laboratoire, que ce soit l'IMFT où l'ensemble des enseignants-chercheurs du département sont actuellement en poste, ou un autre laboratoire de la place toulousaine. Les secteurs de sortie sont relativement vastes, mais reliés à ce que vous avez vu précédemment, les domaines de l'énergie, production, transport de l'énergie, géoressources, incluant la géothermie, l'hydroélectricité, l'industrie nucléaire, le génie de l'environnement, être capable de faire des bilans, étudier les impacts environnementaux, le fonctionnement des milieux naturels, le transport, qu'il soit aéronautique, automobile, ferroviaire, relié à de l'aérodynamique externe ou interne, spatiaux, les phénomènes de refroidissement, thermocapillaires, possiblement des piles à combustible aussi, pour la partie aéronautique.
Les procédés, que ce soit la transformation de la matière, la protection de l'environnement, mais aussi des choses qui sont un petit peu plus présentes du point de vue de nos collègues de l'ENSIA 7. Aménagement et génie hydraulique, donc tout ce qui va être gestion des ressources en eau, morphologie fluviale et côtière, pollution, hydrologie, finalement, comportement de l'environnement du point de vue du transport de l'eau. Nos étudiants pourront aussi aller vers des sociétés de services. Depuis quelques années, on voit apparaître de façon un petit peu plus importante les ingénieurs chargés d'affaires et technico-commerciaux. Et de façon plus épisodique, quelques placements en génie civil sont possibles pour nos étudiants. Donc les métiers, je ne vais pas en faire la liste, vous l'avez ici présente, avec l'ensemble des postes qui ont été relevés ces dernières années dans le cadre des intégrations de nos ingénieurs dans des sociétés après leur diplôme d'ingénieur. Les entreprises partenaires du département sont variées, relatives encore une fois au domaine de l'énergétique ou de l'environnement, avec aussi une forte connotation reliée au domaine du numérique. Voilà, on est fini avec la présentation du département et je vous souhaite une très bonne suite. Bonjour, donc, moi je m'appelle Alexandra Hall, je suis responsable du Soft Skills Center et je travaille en collaboration étroite avec les départements scientifiques pour tout ce qui concerne les compétences non techniques, ce qu'on appelle les compétences douces ou les compétences comportementales. Donc c'est un projet de centre de ressources qui existe maintenant depuis 4-5 ans. Et l'objectif de base, c'était d'harmoniser les pratiques et de développer le bilinguisme donc, chez les élèves sur site et de proposer beaucoup plus de contenu en anglais. Voilà. Donc, les thématiques, donc les compétences, bien sûr, 3 familles de compétences, la réflexivité, connaissance de soi, tout ce qui est bien-être, gestion des émotions, épanouissement. Ensuite, le projet professionnel et la construction de son réseau. Et puis, bien sûr, la créativité, l'esprit d'entrepreneur, l'innovation et tout ça. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a décidé de faire concrètement? Bien, on propose une journée SHS par département à tous les élèves qui commence à 8 heures avec des cours de sport, bien dans son corps, bien dans sa tête. Ça concerne le bien-être physique, mais aussi mental et social. Les compétences sont bien sûr le travail en équipe, mais aussi les soft skills comme la résilience, la persévérance. Et c'est organisé par le département INP de sport. À 10 heures, Careers and Management en anglais. Nous travaillons avec les partenaires sur la place toulousaine, donc Toulouse School of Management, Toulouse Business School, Toulouse School of Economics. Et le fil conducteur, c'est le projet professionnel personnel, donc ce qu'on appelle le PPP. À partir du 2e semestre, les élèves ont 3 options selon le projet professionnel, soit Business Leadership, c'est plutôt axé sur le management. Sinon, pour les élèves qui sont passionnés par le développement durable, Sustainable Citizenship, et pour d'autres élèves qui sont fans de l'entrepreneuriat ou qui ont des projets déjà d'entreprise ou sont intéressés par ces thématiques-là, ils peuvent choisir l'entrepreneuriat. L'après-midi, c'est l'anglais, le cours classique, axé sur les 40 compétences du cadre européen et les tâches de communication professionnelle. Nous visons bien sûr le niveau B2 confirmé, mais avec tout ce qu'on a réussi à mettre en place ces dernières années, nous avons réussi à obtenir le niveau C1 voire plus pour 67% des élèves. LV2, ensuite, au choix, grand choix de LV2, allemand, chinois, espagnol, français, FLE pour les étrangers, italien, japonais, portugais, brésilien et russe. Un grand choix parce que nous avons beaucoup de possibilités de projets de mobilité. Nous mettons l'accent sur l'intelligence interculturelle, l'ouverture d'esprit,
Et bien sûr, un étudiant sur 3 est étranger, donc nous avons la possibilité d'offrir des tandems linguistiques dans le cadre des actions qui visent l'internationalisation at home. Donc, quelques exemples de mobilité. Comme j'ai dit, les 9 langues proposées ont tous une histoire. Donc, quelques exemples d'accords. Erasmus et hors Erasmus, les programmes d'échange sont nombreux. Des 4 masters de sciences, beaucoup d'aide à la mobilité et nous proposons aussi une summer school en août depuis maintenant quelques années qui est là pour accueillir des étudiants étrangers et favoriser leur intégration. Pour finir, le projet mobilité peut aussi être l'occasion pour l'élève de compléter son engagement civique. Nous sommes très attachés à cette notion d'ingénieur citoyen. Les élèves ici à l'ENSET doivent compléter l'équivalent de 10 heures par semestre sur 4 semestres. Et les projets ou les heures effectuées sont souvent liées avec le choix d'options. Bien sûr, ceux qui sont passionnés par les questions d'éco-anxiété vont pouvoir s'investir dans les projets d'engagement de développement durable. D'autres qui sont passionnés par les questions d'innovation, ça va être plutôt des hackathons handicap, par exemple. Et les autres qui sont intéressés par le leadership, ça va plutôt être des questions de diversité et ainsi de suite. Donc, vous avez quelques exemples d'organisations qui sont concernées par ces actions d'engagement civique. Voilà, donc si je peux conclure pour les SHS, je dirais qu'il y a 3 points. Donc, d'abord, cette idée d'harmonisation à niveau de l'école, au niveau de l'école. Ensuite, la personnalisation du parcours pour répondre aux projets personnels des élèves et bien sûr l'agilité en collaboration étroite avec les départements pour répondre aux besoins des collègues scientifiques. Et je donne la parole à Martial pour le volet professionnalisation. Merci Alexandra. Bien, bonjour tout le monde. Alors effectivement, moi je vais vous parler de diverses choses en lien avec l'entreprise et l'entrepreneuriat qui vont permettre de préparer nos étudiants à leur entrée dans le monde du travail, en complément évidemment de tout ce qui a été raconté précédemment par mes collègues. Alors je vais pas avoir le temps de lister les diverses actions qu'on met en place, notamment avec nos entreprises partenaires. Je ne vais pas non plus avoir le temps de parler de quelque chose d'important qui est la formation continue dans laquelle s'investissent fortement et de façon croissante un certain nombre de nos collègues, qu'ils soient enseignants ou non enseignants, à l'ENSET ou dans le service de formation continue de l'INP, dans le service d'Olivier Delahaye. Je vais parler simplement de 2-3 points. Le premier, c'est qu'on va aider, qu'on va favoriser, qu'on va même inciter nos étudiants à participer à différents projets, challenges, hackathons proposés par les entreprises. Alors, entreprises au sens large, ça peut être aussi des associations humanitaires ou divers organismes. Et pour cela, on leur permet de, éventuellement, si le besoin s'en fait sentir, de compenser leur investissement contre une UE ou certains modules de cours, ce qui leur permet de s'investir pleinement dans ces projets, ce qui leur laisse le temps de bien les préparer et d'obtenir parfois des résultats très positifs dans des thématiques très diversifiées. Donc, on a eu des très bons résultats obtenus par nos étudiants ces dernières années. Dans le même ordre d'idées, on va essayer d'aider notre junior entreprise, donc N7 Consulting, à se développer. Et c'est ce qu'elle fait fortement depuis un certain nombre d'années, puisqu'elle est d'ailleurs classée depuis quelques temps parmi le top 10 ou top 12 des juniors entreprises parmi les écoles d'ingénieurs. Et je vais parler un petit peu plus des actions liées à l'entrepreneuriat étudiant à l'ENSET, qui se déclinent à travers diverses actions qui nous ont permis d'obtenir le label French Tech Toulouse depuis environ 1 an.
Donc, ça passe par de la sensibilisation pour tous les étudiants désormais qui est faite en première année. Et puis ensuite, pour certaines ou certains d'entre eux, ça va passer par des actions un petit peu plus individualisées, donc à travers notamment le parcours entrepreneurial dont a parlé Alexandra il y a quelques instants, à travers également le statut national d'étudiant entrepreneur ou le diplôme d'étudiant entrepreneur, ou par le fait de participer à différents concours entrepreneuriaux, enfin d'étudiants entrepreneurs, et d'ailleurs dans lesquels nos étudiants et jeunes diplômés aussi, et étudiantes aussi, ça arrive, heureusement, se sont très bien comportés ces dernières années et ont obtenu des résultats très satisfaisants. Et puis, le point un petit peu particulier, c'est notre incubateur, donc Enstart, qui est un espace de coworking, mais qui n'est pas que cela. C'est aussi un programme d'accompagnement personnalisé pour les différents projets qui sont portés soit par des étudiants, soit par des jeunes diplômés, voire même un peu moins jeunes. Et ça leur permet d'avoir accès à tout un écosystème, de pouvoir rencontrer différents experts dans des domaines très variés, que ce soit le juridique, le financier, le marketing, la gestion, la comptabilité, etc. Et on leur sert également de relais de communication. Donc, dans cet incubateur, il y a en permanence 5, 6, 7 projets qui sont accueillis. Donc là, j'en ai illustré quelques-uns, qui sont portés soit par des étudiants, parfois même des étudiants de première année ou de deuxième ou de troisième, soit par des diplômés, jeunes ou un petit peu moins. Donc là, les 6 projets qui sont représentés sont portés par actuellement des diplômés, mais pour certains d'entre eux, ils ont été démarrés alors que les personnes étaient encore étudiantes. Et je fais juste un petit focus sur un de ces projets qui est Deep Purples, parce que c'est un projet qui est porté pas par des étudiants et pas par des diplômés, mais par des collègues chercheurs et enseignants-chercheurs d'un laboratoire, donc le Laplace, pour ne pas le citer. Et c'est intéressant parce qu'on a eu par le passé des collègues qui avaient déjà créé des entreprises. Et là, c'est la première entreprise portée par un laboratoire qui est intégrée à notre incubateur Enstart. Donc, si on fait un petit bilan de Enstart depuis sa création il y a un peu plus de 4 ans, on a accueilli une quarantaine de jeunes donc étudiants ou diplômés pour une trentaine de projets dans des secteurs très variés, donc de l'IA, du e-commerce, du développement informatique, de l'alimentaire, de l'aquaponie ou autres, avec des profils également variés, parce qu'on a des jeunes étudiants de 20 ans et quelques, d'autres personnes un peu moins jeunes, d'une quarantaine d'années. On va même accueillir dans quelques temps une personne qui a aussi dépassé la cinquantaine, qui est un ancien de l'école également. Et c'est intéressant parce que cette personne va venir aussi coacher à son tour les autres projets. Donc, on a un côté transgénérationnel qui est assez stimulant pour tout le monde. Alors, évidemment, tous les projets ne décollent pas, ne réussissent pas. C'est le lot de l'ensemble des startups parce qu'il y a des étudiants qui ne trouvent finalement pas le temps de s'investir complètement, des projets qui ne sont pas forcément bien conçus. Mais à la limite, ce n'est pas très grave parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas systématiquement que l'entreprise soit créée. Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas la destination finale, ça va être le voyage en tant que tel. Et à travers ce voyage, les étudiants vont acquérir un certain bagage qui va éventuellement leur servir plus tard dans leur carrière. Alors heureusement, à côté de ça, on a aussi des belles réussites. On a des entreprises qui ont vraiment décollé, qui ont réalisé des levées de fonds de plusieurs centaines de milliers d'euros sur ces dernières années. Et l'une d'entre elles, notamment, attend une levée de fonds qui devrait tourner entre 5 et 10 millions d'euros pour 2022. Donc, on commence à avoir des entreprises relativement solides. Et puis, un dernier point, c'est quelque chose qui est connexe au Fab Lab, qui est connexe à l'incubateur, qui est notre Fab Lab, qu'on appelait la Factory, donc qui est un espace de rencontre doté de matériel de pointe qui permet à tout à chacun de développer des projets très variés. Donc, ce Fab Lab, il est prêt depuis un certain nombre de mois, mais étant donné les circonstances, il n'avait pas pu être ouvert aux étudiants ou au personnel. Donc, c'est le cas depuis quelques semaines. Et très vite, les étudiants, ou en tout cas un certain nombre d'entre eux, s'en sont emparés et ont développé des projets très intéressants et très variés. Donc, on a un projet de fusée expérimentale porté par le CNES notamment et Planète Science,
des projets autour de drones, de cartes électroniques, etc. Voilà, donc ce Fab Lab, il décolle à son tour et il est ouvert à tous les étudiants, mais aussi à tous les personnels de l'école qui veulent développer des projets aussi bien dans le cadre professionnel et éventuellement dans le cadre personnel. Et sur ce, je vais laisser la parole à Hélène qui va venir conclure sur la riche vie étudiante de l'école. Riche, mais ça va aller vite, vous inquiétez pas. Juste pour vous dire qu'on a une vie et une étudiante très, très riche, effectivement, très variée et qui représente un grand nombre d'activités et d'élèves impliqués. C'est une des associations les plus importantes à l'échelle nationale. Et la preuve, même si on regarde à l'échelle de l'INP, sur les étudiants engagés, on représente chaque année 80 à 90% des étudiants engagés de l'INP dans ce statut qu'on a créé à l'INP. Donc voilà, c'est signe de ce grand engagement sur lequel nous aussi, on va s'appuyer pour un certain nombre de choses comme le projet TED, la lutte contre le harcèlement et les discriminations. C'est vrai que c'est des choses qu'on porte beaucoup avec les étudiants. Voilà, on en a fini pour notre présentation. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Vous avez des questions? On n'entend pas, je ne sais pas si c'est normal. J'ai mis le son. Pas les questions. J'ai levé la main, mais je pense que vous ne regardez pas les mains. Pardon, excuse-moi, je ne vois pas tout le monde. Non, voilà, c'était juste, je me permettais de prendre la parole, s'il n'y en avait pas d'autres. Oui, je t'en prie, vas-y. Oui, merci beaucoup pour cette présentation claire qui permet de bien mieux connaître ce qui se fait à l'ENSET, et ce qui est toujours intéressant. J'ai une question, je n'ai pas très bien compris au début dans les planches d'Hélène, les histoires d'écoles d'application, d'écoles partenaires, et en fait les flux. Moi, dans la planche, j'ai cru comprendre qu'il y avait vos élèves qui allaient à l'IX ou dans des écoles de On est école d'application de l'IX, donc on reçoit des élèves. D'accord. Oui, non, mais la planche, elle n'est pas très claire sur les flux, c'est pour ça. Donc, sur l'école parce que vous étiez en train de parler des échanges, des étudiants qui allaient en échange. Donc, moi, je m'intéressais à nos étudiants, ceux de l'INP. Et là, ce n'est pas nos étudiants, ceux-là. Donc, c'était juste pour que ce soit clair. On peut avoir les deux. Sur l'IX, donc on a des étudiants qui arrivent. Oui, c'est ça, je sais ce que c'est qu'une école d'appli, d'où ma question, j'étais un peu voilà, donc là, pour les flux, ce n'est pas énorme, mais ça s'est un petit peu amplifié ces dernières années. On a à peu près 2 étudiants par département sur les demandes. Voilà, ça se concrétise ou pas d'ailleurs à l'issue du dossier. Vous avez mis plusieurs écoles, là, c'est pour avoir une idée de ces flux. Je sais pas si après, sur l'IX, on a un partenariat avec XHEC sur l'entrepreneuriat. Donc, on a un certain nombre d'étudiants qui, tous les ans, bon, ce n'est pas beaucoup non plus, hein, c'est 1 ou 2, voilà, 2 ou 3, ça dépend un petit peu de l'année, qui partent sur ces formations-là. Donc, ça marche assez bien aussi. C'est des étudiants de l'ANSET qui partent là-bas? Ils partent là-bas, tout à fait. Ouais, mais c'est pour ça, je pense que c'était pas très clair dans ces notions-là. Donc, d'accord. C'est pas qu'école d'application. Vous avez des étudiants et ils font ça quand? Ils font ça donc en 3e année? Oui, tout à fait. Ok, non, voilà, d'accord. Et il y avait l'IMT aussi. Et l'Institut Mines Télécom, alors là, on est plutôt donc. Parce que vous êtes en concurrence dans certains départements, donc j'étais un peu. On fait partie du réseau l'Institut Mines Télécom, donc ça occasionne plutôt là des. C'est pas tellement en termes d'échange d'étudiants que ça se passe, c'est plutôt en termes de projets sur lesquels on est. Il y en a quelques-uns, mais c'est voilà. Mais c'est plutôt des projets. Donc on a eu des projets communs, pédagogiques, notamment par exemple, on a eu des moyens donc alloués à la création d'un MOOC autour des communications, des réseaux locaux notamment. Qu'on fait avec eux et donc c'est des MOOC qu'on partage en fait avec l'Institut Mines Télécom. Ok. Et pour compléter ça, on a un double diplôme avec Eurecom aussi. Voilà. Pardon. L'IFP, j'avais plus vu par rapport au département, la mécation. Et pour compléter ça, donc j'avais la question vous avez des grandes, pour les échanges à l'étranger, des universités aussi qui sont des cibles de départ de vos étudiants, parce que là on était resté franco-français. Donc je me posais la question de vos échanges à l'étranger dans le S8, S9 ou pas. Voilà. Comment c'est intégré dans votre modèle? Voilà. Alors, il y a Daniel, viens si tu veux. On avait une qui va te répondre plus précisément.
On a un partenariat historique avec Georgia Tech, hein, puisqu'on devait fêter les 20 ans pendant la période Covid qu'on n'a pas pu fêter. Mais on fêtera, voilà, on les fêtera un petit peu plus tard. Donc ça, c'est un partenariat qui fonctionne très bien avec des flux qui sont plutôt importants. Daniel, c'est Ouais. une quinzaine d'étudiants. Georgia Tech, sur les 20 dernières années, on a eu à peu près 300 étudiants. Bon, Ouais, alors la que dernière année. voilà. Donc ça s'est un peu réduit évidemment sur ces 3 cas avec le Covid et avec les problèmes politiques quand même aussi. Il y a un certain monsieur Trump qui a un peu fait fuir nos étudiants étrangers qui voulaient aller là-bas. Donc il y a eu une petite réduction, mais bon, on a entre, on va dire, une dizaine en gros d'étudiants qui partent à Georgia Tech tous les ans sur 4 masters en fait. On a le master donc ici, donc, qui est Electrical and Communication Engineering, le Master Computer Science, le Master Mechanical, et on a ouvert cette année un double diplôme avec le Master Aerospace Engineering, qui est très, très bien classé au classement de Shanghai. Voilà, donc ça, on va dire, c'est un double diplôme assez phare, hein, sur lequel on essaie de faire pas mal de promos. Après, bon, beaucoup de double diplômes avec le Canada, côté Québec également, hein. Donc ça, je pense que c'est standard INP, d'après ce que je sais. Je pense que l'INP en a d'autres. Beaucoup de double diplômes avec l'Amérique latine également, hein. Le Brésil, la Colombie, l'Argentine, l'Équateur. Alors, tant en diplôme d'ingénieur qu'en master internationaux également. Bon, et après, bon, un petit peu ouvert sur la Chine avec le programme N+I qui ne fonctionne pas trop mal en Chine et en Inde. Bon, et puis après, l'Erasmus traditionnel, sur lequel aussi on a ouvert quelques doubles diplômes en Espagne, en Allemagne et en Irlande. Voilà, à peu près. Merci. Le diplôme N+I ne vous pose pas des problèmes ZRR avec vos laboratoires Non, ça va pour l'instant. Bon, il faut du temps pour faire. Il y a des enquêtes qui sont assez longues, je vois. Puis nos étudiants internationaux, de toute manière, après, ils vont faire des PFE en entreprise, hein. Ok. Donc, Ah ouais. ça pose pas de. Voilà. Ils ont cette opportunité d'aller en dehors de nos laboratoires. Donc, c'est quand Ok. même... Ok. Merci. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des mains levées? Je ne les vois pas toutes. Je vois tout. Enfin, je les ai fait sur. Je peux reposer une, hein, si vous... Dis, vas-y. Ouais, moi, je ne voulais pas monopoliser la parole. Vous avez dit que c'était dans la présentation, hein, une grosse proportion des étudiants venaient par le 73%, je crois, par le concours INP, qui en avait 12%. Concours CPG. Concours CPG, pardon. Et 12% par la prépa des INP, mais il y avait quand même, j'ai cru noter 12% d'admis sur titre. Oui. Est-ce que ces admis sur titre, ça vous féminise ou pas? Le 12%, ce n'est pas négligeable. Hein, ça fait autant d'admis sur titre qu'en prépa des INP. Hein, donc, moi, c'est passé très vite, mais ce n'est pas négligeable, 12%. Non, parce que si tu veux. Parce que le vivier, il est tout aussi masculin que celui des CPGE, voire parfois pire. On n'arrive pas à féminiser avec les admissions sur titre. D'accord. Malheureusement, on féminise un tout petit peu parce que c'est très, très faible flux avec la PACES. Voilà. On arrive de temps en temps à avoir 100% de filles sur les flux de la PACES, mais comme c'est 3% ou 2%, je ne sais plus. Voilà. Et par contre, on renforce un peu plus, effectivement, comme dit Daniel, les flux donc de filles avec l'international. Voilà, on a plus de filles finalement sur nos domaines qui viennent de l'étranger que celles qu'on a donc en France. Donc, c'est à méditer également. Donc, l'environnement et le médical ne permettent pas de féminiser? Alors, il y a plus de filles quand même, il faut être honnête, au département MF2E. Ça, c'est historique et ça le restera. Je pense que l'environnement attire. Il y en a beaucoup moins dans le numérique. Et voilà, donc Géraldine hoche la tête, malheureusement. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir un certain nombre d'actions au niveau de l'école, parce que ça fait partie justement des axes stratégiques qu'on a affichés depuis longtemps que de diversifier nos flux. Bon, c'est toujours des actions dont on ne connaît pas la portée, puisqu'elles elles sont plutôt long terme généralement, mais on profite aussi de l'engagement des étudiants pour faire en sorte de créer ce lien avec les collèges. Il y a une journée donc Women Set qui sera programmée bientôt. 2 journées même. On fait venir 200 lycéennes et collégiennes de divers établissements de la région Occitanie. Hein. On ne se concentre pas simplement sur la périphérie toulousaine.
Voilà, donc il y a tout un gros programme qui est en train d'être mis en place. Hein, c'est la Avec le première fois rectorat. avec le rectorat, qu'on va inviter ces jeunes femmes, donc de troisième et de seconde. Mais bon, c'est de la longue portée et donc on les fait venir pour qu'elles découvrent le métier d'ingénieur au féminin. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, elles viendront à l'ENSET. Hein, elles viendront peut-être dans d'autres écoles d'ingénieurs de France et de Navarre. Mais voilà, donc nous, on participe à cet effort-là. Si toutes les écoles font la même chose, on peut espérer que dans quelques années, on en récolte les fruits, mais on en est encore loin quand même. Et dans InfoSup, les actions ingénieurs et scientifiques, enfin Eurismipex, InfoSup, c'était aussi ça, mais on ne sait pas après, bien évidemment, il y a les concours, il y a tout ça. C'est pour ça que je parlais des recrutements directs plus. Sur les concours, on ne bouge pas en fait. Hein. Ouais. Enfin, on voit bien qu'il n'y a aucune. Il n'y a pas du tout de mouvement sur les flux associés au concours. Alors nous, en plus, c'est vrai qu'on renforce peut-être cet effet-là avec beaucoup d'étudiants qui viennent, alors côté numérique notamment, qui viennent du Maroc. C'est vrai qu'ils sont pas là. Il y a encore que peut-être qu'il y a des filles du Maroc qui se positionnent. Oui, finalement. je dis peut-être une bêtise. Hein. C'est peut-être pas là que finalement on crée un biais. Non, je pense qu'on pas a c'est à que- peu près la même je pense proportion pas, ouais. finalement. Ouais, non, Je pense c'est que pas c'est pareil. Ouais. Non, mais sur le concours, c'est très, très constant et tous les ans, on oscille d'un point. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si on t'entend là, Géraldine. Bien. Mais c'est une préoccupation, évidemment, chez nous. C'est une préoccupation, évidemment, des industriels qui ont la même ambition que nous, hein, que de féminiser leur flux également. C'est un enjeu pour l'industrie, donc effectivement, ça fait partie des axes de développement de l'école. Ouais, c'est vrai que c'est c'est assez désespérant parce que finalement, les chiffres n'ont pas beaucoup évolué. Voilà, je ne sais pas, normalement, les femmes disent pas leur âge, mais moi, j'ai quand même 50 ans cette année et il y a à peine cette année en sciences du numérique, à peine plus de filles que ce que j'étais quand les proportions quand j'étais étudiante. Donc, il n'y a pas d'évolution vraiment significative et on ne sait pas bien comment faire. Et les admissions sur titre, on essaye d'augmenter les flux d'admission sur titre indépendamment du genre. Donc, on n'a pas vraiment de levier de ce côté-là, en fait. Il y a des établissements français qui ont mis de la biologie avec de l'informatique. Je ne donnerai pas les noms pour attirer des filles, ça a été efficace. C'est pour ça que j'en parlais. Et après, bon, côté NCA7, les FISA, ça donne des opportunités féminines aussi, dans le département de matériaux qui peut être, comme la mécanique, très masculin. Oui, mais Ouais. sur les FISA chez nous, quand on les IUT sur lesquels on recrute, ils sont quand même peut-être encore plus masculins. C'est peut-être encore Ouais. pas de 80%. Quoi. Là, vous avez déjà un vivier très pauvre. Ouais. Ouais, C'est pour ça qu'il faut aller faire des actions au collège-lycée, mais après, on n'en récoltera pas directement les fruits. Quoi. Peut-être que sur le DUT mesures physiques, on arrive à peut-être avoir un flux, en tout cas un vivier un peu différent, mais sinon, génie mécanique, GE2I, informatique, ça reste des flux qui sont similaires à ceux des prépas. Enfin, j'ai quand même découvert que vous étiez très disciplinaire. Donc, je dois partir en cours. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Une question? Y a-t-il d'autres questions? Oui, Oui, j'avais une question. Basile. Oui, par rapport aux passerelles avec INP Bordeaux et INP Toulouse. Grenoble. INP Grenoble. Comment est-ce que ça se passera avec la conversion centrale? Je vais répondre. Ça sera renégocié avec eux, comme toutes les autres conventions qu'on a avec eux. Tout est basé sur des conventions. Il n'y a rien qui vient juste du fait qu'on est un INP. Hein. La prépa des INP, c'est une convention. Les passerelles, les parcours INP, c'est des conventions. Comme ceux de Toulouse Tech. Donc, à un moment donné, il peut y avoir des conventions avec des écoles sans être dans le même groupe. Ce n'est pas un problème. On a des conventions avec Sciences Po, par exemple. Avec les mines, avec Sciences Po. À l'IMT, on est école affiliée, mais après, il y a des conventions qui… Avec Eureka, on a parlé d'un accord de double diplôme. C'est une convention spécifique. Ce n'est pas parce que les deux écoles sont d'une certaine façon dans l'IMT que ça s'est fait automatiquement. Donc, à chaque fois, c'est au cas par cas. On peut monter, comme on l'a fait avec le TSM aussi. Comme on le fait avec l'INSA. Ou l'INSA. On n'est pas dans les mêmes groupes. Ce n'est pas parce qu'on ne sera plus dans le même groupe que les flux, les échanges ça sera renégocié. s'arrêteraient.
Mais Oui. donc, le changement va faire qu'il va falloir renégocier toutes ces Oui. conventions. Bien Oui, sûr, bon, bien on sûr, en- bien sûr. Il y en aura d'autres qui vont s'ouvrir aussi. Vous serez diplômé d'ici là, Basile. Hein. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir donc se quitter en vous remerciant pour votre attention. C'était un petit peu plus long que peut-être prévu, mais bon, un petit problème technique au départ qui s'est résorbé. J'espère que vous avez tous pu nous entendre et entendre mes collègues surtout. Et je vous dis donc à bientôt. Merci, au revoir.